pour évoluer vers un méta-point de vue, une réflexion, réflexivité, c'est bien cela, c'est une mise à distance. Toute mise à distance est complexe. Quelle est la bonne mise à distance? Vous le savez lorsque vous prenez un appareil photo, encore qu'aujourd'hui, il calcule automatiquement la distance. Et nous sommes dans une société technologique où tout se calcule automatiquement et du coup on n'a plus à faire nous-mêmes ce calcul de distance qui évidemment est calculé avec l'œil, mais l'appréciation de la distance matérielle, physique, mais qui est beaucoup plus compliqué à faire lorsqu'il faut faire une mise à distance intérieure, mise à distance de concepts et mise à distance de différents apprentissages. Je vais tantôt rester dans une proposition académique avec les titres qui ont été donnés à l'atelier, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me contraindre à une démarche académique, d'abord parce que je ne suis pas un professeur de cours et encore moins un professeur académique d'université, c'était tel n'est pas mon parcours. Et puis je ne vais pas non plus vous parler, même si je suis debout de haut d'une chaire, quelle qu'elle soit, et encore moins avec le titre qui m'a été donné de présentation, c'est-à-dire Direction générale de l'enseignement scolaire. Je ne prends pas la parole en tant qu'un officiel de quelque institution. Il se trouve qu'effectivement, j'ai une responsabilité relativement importante à la Direction générale de l'enseignement scolaire, en tout cas la possibilité de faire passer des messages, puisque je m'occupe, entre autres choses, du site du portail national des enseignants qui s'appelle EduScol. Je suis le responsable éditorial de ce portail, donc je pourrais passer beaucoup de choses là-dedans, mais telle n'est pas la raison pour laquelle je suis ici. Je suis là parce que mon parcours est une filiation spirituelle avec Edgar Morin, et qu'Edgar Morin m'a demandé à ce que je vienne ici. C'est ma première rencontre avec cet espace, mais aussi avec cette pratique, même si par des études de philosophie et de littérature, je suis très proche, ou en tout cas je me crois et me sens proche des enseignements spirituels qui sont donnés ici et qui sont autour de cette question de pleine conscience. Je me suis aperçu tout à l'heure que quand j'ai pris la parole pour présenter cet atelier, j'ai dû utiliser le mot pleine conscience au moins 3 ou 4 fois, et après je me suis dit, mais vraiment, quel toupet utiliser ce mot devant le maître Lama, et puis peut-être devant vous tous qui avez déjà un parcours sur cette pleine conscience. Je me suis rendu compte que quand on construit un discours et qu'on le présente, eh bien, on utilise aussi des mots, et parfois ces mots deviennent des mots valises ou des mots béquilles. Donc je ne veux plus pour le moment utiliser le mot ni pleine conscience ni pleine présence, même si je suis ici présent et je pense, en prenant cette parole, l'apprendre de la façon la plus consciente, la plus présente, la plus physique, la plus spirituelle, la plus émotive, la plus généreuse, empathique possible, mais je ne vais pas utiliser ces mots. Je laisserai que peut-être par un long parcours après qu'ils puissent être dit. Donc cet atelier reprend de façon réitérative, comme on rappelle, ce qu'Edgar Morin a dit hier, ce qu'il a dit aujourd'hui, et puis d'une certaine manière ce qu'il dit dans l'ensemble de son œuvre depuis plus de 80 ans, et que l'on peut résumer, mais quelle audace, et
quelques P là aussi, que l'on peut résumer d'une volonté profonde de relier les concepts et les idées, les concepts, les idées et les affects, de relier nos relations avec les autres, de relier nos relations avec, familiales, nos relations professionnelles, de relier notre perception à nos sensations à nos concepts. Il reste que ce n'est pas une reliance mécanique ou automatique. Il reste que ce n'est pas reliance de l'un vers l'autre ou de l'autre vers l'un. C'est une reliance un peu plus complexe, puisqu'elle est interactive. Elle est un métalien avec les deux instances en reliance, et surtout, quelles qu'elles soient ces instances, quels que soient ces lieux, ou quelles que soient ces idées, ou ces sensations, ou ces perceptions, ce qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus complexe et qui nécessite pour le coup un rappel et un revenir sans cesse, c'est que le plus intéressant de cette reliance, de cette articulation, de cette relation, comme pourrait dire le poète Édouard Glissant, c'est ce qui jaillit ou émerge dans une activité de reliance. J'avais utilisé tout à l'heure le mot dans une éthique de reliance, être dans un comportement où on est en train de relier sans cesse et pas de s'enfermer dans une seule position, dans un seul regard. Ce qui est intéressant, c'est bien sûr la dynamique de relier, de l'être ensemble. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que par cette dynamique, par ce comportement, par cette éthique, émerge quelque chose de nouveau. Et qui n'est ni l'un ni l'autre, ni le fait, ni l'acte de relier en tant que tel, mais quelque chose de nouveau. Et quelque chose qui élargit le regard, qui élargit le point de vue, qui élargit la connaissance, qui élargit la conscience, qui élargit la présence. Et c'est certes de l'ordre d'un état. On a parlé hier d'une hébétude. C'est aussi ce que les anciens Grecs appelaient l'étonnement. C'est aussi ce qu'on peut appeler le plaisir. C'est aussi, mais alors de façon plus sublime évidemment, ce que l'on peut appeler la joie. Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur, c'est un texte très étrange, parce que ce n'est pas un texte qui a été écrit par un seul auteur. Ce n'est pas un texte linéaire en tant que tel, même s'il a sa propre cohérence interne. Il me fait penser un peu à l'Iliade et à l'Odyssée pour la culture hellénique. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit l'Iliade et l'Odyssée, mais en réalité, ce sont des chants qui étaient chantés et des sagesses qui étaient transmises. Homère, on ne sait pas s'il a existé ou il n'a pas existé. Je vous rassure, Edgar Morin a existé, et les 7 savoirs nécessaires à l'éducation existent, mais on ne saura peut-être pas dans 1000 ans si l'Edgar Morin des 7 savoirs était l'homme qu'on a rencontré tout à l'heure. Homère, c'est un peu pareil, mais il a rassemblé et on l'appelle à partir du XVIIIe siècle, quand la Renaissance nous permet de redécouvrir ces je vais entendre l'heure. Ça fera midi alors.
Il y a un poème de Paul Valéry qui commence comme ça, que vi sono, que l'on revient. En tout cas, merci pour la pleine présence réelle. Il y a état d'être de pleine présence, de fait. Avec la Renaissance, lorsqu'on a découvert ces grands textes de l'Antiquité grecque, on a dit que Homère était le pédagogue de l'Antiquité hellénique. Moi, avec beaucoup d'humilité, je pense que Edgar Morin est le pédagogue de l'humanisme planétaire. On le saura sûrement un jour ou l'autre, mais son œuvre est vraiment l'œuvre d'un pédagogue. Et si je le compare à Homère, et si je compare l'essai de savoir comme miroir de l'ensemble d'œuvres d'Edgar Morin à l'Odyssée et à l'Odyssée et à l'Iliade, c'est parce que Edgar Morin, pour ceux d'entre vous qui l'ont lu, est un penseur d'une extraordinaire capacité pour rassembler différents savoirs, d'où qu'ils viennent. L'esprit de la vallée, disait-il dans les années 70. C'est-à-dire, et en cela très proche à cet endroit ici et aux inspirations de ce tableau, c'est-à-dire là où viennent converger différentes sources. Évidemment, à partir du moment où cette offre commence à émerger, c'est-à-dire dans les années 50, il l'a rappelé tout à l'heure avec L'homme et la mort, notamment, commence l'idée qu'il faut relier les différentes connaissances, les sciences humaines, les sciences physiques, pour avoir une nouvelle conception de l'homme, c'est-à-dire une nouvelle anthropologie. Il se heurte à une tradition universitaire, il l'a rappelé également, imposée, institutionnalisée depuis le XIXe siècle à partir de l'université berlinoise de Humboldt. Il se heurte à une tradition éducative structurée par discipline, chaque discipline créant son propre, sa propre corporation, ses propres relations de pouvoir, ses propres espaces, ses propres concepts, ses propres théories, voulant se structurer elle-même à partir d'un paradigme, donc structure pour les structuralismes, matière pour les matérialismes, esprit pour les spiritualistes, etc. Et voilà que apparaît ce sociologue. Je crois que longtemps ça a été pensé comme un sociologue. Après, par toute sa participation à la société civile avec ses écrits, on parlait d'un sociologue du temps présent. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vu aujourd'hui qu'on est en présence d'un penseur et d'un sage. Déjà dans ces niveaux-là, son œuvre apparaît comme quelque chose de touche-à-tout. Pour certains universitaires des pas sérieux. Dans les années 70, il y avait un maître qui faisait la pluie et le beau temps, si on peut appeler de maître dans ce terme, de la sociologie française, qui a écrit une œuvre très importante du point de vue conceptuel, en parlant de sociologie, avec une rigueur scientifique certaine, qui s'appelle Pierre Bourdieu, et il a été demandé des Américains, des maisons d'édition américaines ont demandé à traduire Edgar Morin. Et Bourdieu a dit qu'il y avait d'abord des sociologues plus sérieux en France pour les traduire aux États-Unis. Et Edgar Morin, avec son humour incroyable, lorsqu'il a été interrogé, il a dit « ça doit être une bourde de Dieu ». Donc ça vous montre, on en a parlé aussi ce matin, ça vous montre cette grande difficulté de faire un travail de pensée qui relie différentes expériences, différentes connaissances en vue d'un regard qui soit
multiples et qui s'occupe d'avoir une idée de l'homme, enfin de l'humain plutôt, de l'humain. C'est important, Edgar Morin fait maintenant cette différence, l'humain. L'homme, il y a l'homme et la femme, mais l'humain, c'est à la fois le masculin et le féminin qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous et qui sait les structures de vie. Et c'est présente de différentes manières. Et comme vous le savez, la science moderne a confirmé cela, puisque les dernières études en neurosciences montrent bien que notre cerveau a cette double dynamique de l'affection et de l'intelligence, du féminin et du masculin. Mais tout ça, évidemment, ce sont des termes qui se séparent pour essayer de mieux comprendre, mais en réalité, derrière, il faut essayer de comprendre toujours de façon plus complexe, plus réduite. Longtemps, l'œuvre d'Edgar Morin était connue uniquement de enfin, dans des petits cercles, et elle n'a pas vraiment, elle s'est vraiment pas insérée dans, disons, elle n'a pas intéressé le milieu universitaire ou le milieu des responsables de l'éducation en France. Et ce n'est qu'en 1998 que un grand scientifique français, quelqu'un qui a voulu révolutionner le système, qui a traité l'éducation nationale de mammouth, s'est dit il faudra quand même réformer cette énorme machine. Et il a voulu réformer les lycées et il a posé la question quel savoir enseigner dans les lycées. Mais il a procédé comme un scientifique. Il a fait une consultation pour savoir quel était le pédagogue français le plus en vue, celui qui était le plus lu par les enseignants. Et cette enquête a conclu que c'était Philippe Merlieux, que certains d'entre vous connaissent sûrement. Et donc il a été nommé responsable, coordinateur d'une consultation nationale pour interroger les enseignants, les parents d'élèves sur ce qu'il faut, quel savoir enseigner dans les lycées. En fait, c'était déjà en 1998 une tentative pour cerner ce qu'on n'arrive toujours pas à cerner aujourd'hui, mais qui est un mot valise de notre ministère depuis un certain temps, un socle commun des connaissances, des compétences et des cultures. Et comme vous le savez, je fais une parenthèse. Il serait bien sûr plus intéressant que lorsque les mots et les expériences et les concepts arrivent à construire et constituer des lois, et donc à être discutées au Parlement et votées, elles soient le résultat d'une vraie et profonde réflexion qui vient du terrain, comme on dit, ou qui vient d'en bas, et qu'à ce moment-là, les lois constituées soient vraiment des lois comme faisaient les Grecs ou comme faisaient les Romains, c'est-à-dire des lois qui structuraient vraiment le tissu social. Or, comme vous le savez sûrement, depuis, je ne sais pas, peut-être depuis une cinquantaine d'années, très clairement depuis une vingtaine d'années, 30 ans, les lois que l'on fait sont le produit des débats politiciens, des statistiques et de se préoccuper de ce que l'opinion publique ou alors de la cote de popularité. Et c'est comme cela qu'on fait voter des lois avec des concepts vides. On a voulu, en 2012, refonder l'école de la République. Dieu sait si c'est lourd de parler de refondation de l'école de la République, afin qu'elle soit le ciment des valeurs de la société. Et on a posé sur la table, on a reposé sur la table l'idée qu'il nous faut un socle commun de connaissances et de compétences pour que les enfants à l'issue de l'école obligatoire sachent ce que doit savoir un honnête jeune homme du XXIe siècle.
Tout ça, c'est des mots qui sont très beaux, mais quand on y creuse, c'est très compliqué. Et en 2012, on a pensé qu'il a fallu ajouter le mot culture pour que ça soit vraiment une refondation. Je ne fais pas ici une polémique sur ça. Je dis tout simplement que en 1998, lorsqu'on a voulu savoir quel savoir enseigner dans les lycées, la question d'un socle commun s'est posée. C'est une idée qui venait à peu près des années 70. Je crois que c'était dans le gouvernement de Giscard d'Estaing, où un ministre a essayé de poser, bon, il faut un socle commun, mais il a fallu que l'idée fasse un petit peu son chemin, même si aujourd'hui, je défie chacun d'entre vous, sauf à me sortir le décret des 30 pages qui décrit le socle commun de connaissances et compétences et culture, et qui est en fait un catalogue à la Prévert, de me dire vraiment ce que c'est qu'un socle commun, des connaissances, compétences et culture, pour qu'un enfant à 13-14 ans soit l'honnête citoyen qu'on voudrait tous, qu'on appelle tous de notre pays. En 1998, la proposition était de faire une consultation nationale, interroger tout le système sur quel savoir enseigner dans les lycées. Puis on a compris que cette consultation devenait un fourre-tout. Et un conseiller spécial de Claude Allègre, Didier Dacugna-Castel, un mathématicien, dit mais il faudrait que nous ayons une réflexion d'abord, pas uniquement une consultation, il faudra d'abord réfléchir. Et donc ils ont créé un conseil scientifique de la consultation, quel savoir enseigner dans les lycées, et Claude Allègre a appelé Edgar Morin et lui a proposé. Et c'est historiquement vraiment le moment où sauf Chevènement vaguement, à la fin des années 80, avait interrogé Edgar Morin sur qu'est-ce que la laïcité. Edgar Morin a écrit un petit texte sur le nouvel Émile et a réfléchi un peu sur la laïcité et les valeurs de la République. Donc, on voit bien la filiation de Chevènement, quelqu'un d'une gauche républicaine qui s'intéresse aux idées, mais après, plus personne s'était intéressé à ce penseur qui pouvait dire des choses reliées sur l'éducation. Et donc, voilà qu'en 1998, Claude Allègre lui propose de constituer un conseil scientifique. Alors, il lui propose de constituer le conseil scientifique, mais lui suggère quelques noms. Alors, quand un ministre de la République vous appelle, vous propose quelque chose et vous suggère d'autres, il est très difficile de lui dire vos suggestions sont très intéressantes, mais j'en veux pas. Donc, Edgar Morin raconte cette histoire en disant on m'a proposé de présider un conseil scientifique, on m'a imposé à ces conseils et ces conseils m'ont été imposés. C'était donc assez compliqué. Edgar Morin a proposé quelques noms. C'était donc très compliqué de rassembler des savants pouvant proposer une culture commune, pouvant se mettre d'accord. Edgar Morin arrive à la première réunion du conseil scientifique avec le ministre Claude Allègre et propose tout de suite de faire des journées thématiques reliées les connaissances. Et il propose que pendant 8 jours, pendant une journée, des savants, des personnalités traitent la question qu'est-ce que le monde? Des psychologues, des biologistes. Deuxième journée, qu'est-ce que la Terre? Troisième journée, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce qu'est l'humanité? Qu'est-ce que les cultures adolescentes? Donc s'il y avait cette idée, il faut un mot fédérateur, quelque chose vers laquelle les questions soient posées et que les disciplines qui traitent de façon structurelle la connaissance des objets précis apportent leur connaissance pour un tissage. Aujourd'hui, l'élève de troisième, de seconde, il passe pendant la journée 40 minutes
d'une discipline à une autre. Personne, si ce n'est l'élève lui-même, doit faire le lien entre les différentes disciplines. On sait que pour les jeunes, c'est très dur. Alors on leur dit, tu es plus fort en maths et plus fort en histoire, en français, et on les oblige à être soi-disant uniquement plus fort en français ou en maths, et chaque professeur dans notre système des brillants agrégés, ils arrivent, et ils vont leur que les mathématiques, et on passe leur que la géographie, et on ne fait pas le lien que les littératures, et le français, et on ne fait pas le lien. Et c'est ça, c'est de ce manque de relien, de ce manque de lien, notre système est en train de crever. Croyant faire du collège un petit lycée, du lycée une petite université, etc. Mais l'idée, Edgar Morin l'a rappelé ce matin encore, comment réformer l'esprit si l'on ne réforme pas les enseignants et si on ne réforme pas le contenu de ces enseignements. Beaucoup de choses se font en France et dans le monde, et il y a des oasis d'innovation. Mais le système demeure encore un système à enseignement compartimenté et séparé. Donc Edgar Morin propose ces 8 journées, mais dans l'esprit que ce soit les journées pour relier les connaissances, défis du XXIe siècle. Je vous invite à y jeter un coup d'œil, ça a été édité aux éditions en 1998. Quand on a fini, j'ai été associé comme chargé de mission au cabinet de Claude Allègre pour suivre ce conseil scientifique à la demande d'Edgar Morin, parce que j'étais son secrétaire pour l'association qu'il préside, l'association pour la politique. À l'issue de cette mission de 6 mois, le rapport de la consultation de Philippe Mérieux s'est imposé parce que c'était une consultation scientifique, et les idées qu'il proposait de relier n'ont pas été saisies, et puis le mammouth a une raison de Claude Allègre, vous vous rappelez, et puis Baudin et Mille a été changé, et on est revenu au même dispositif. Mais quelqu'un s'est intéressé à ce travail, c'est Federico Maggior, qui était directeur général de l'UNESCO. Et il a demandé à Edgar Morin de faire une présentation de ce rapport à l'UNESCO devant un groupe d'experts. Et en faisant cette présentation, est venue l'idée, mais faisons des journées thématiques relier les connaissances à travers le monde, et que ce soit l'UNESCO qui pilote ces journées thématiques relier les connaissances. Alors, il y en a qui ont proposé, on va faire des journées thématiques en Chine, on va faire des journées thématiques en Afrique, on va faire des journées thématiques. Mais c'était aussi une manière un peu de faire les choses de façon structurelle. C'était, à l'intérieur de l'UNESCO, on a bien compris que c'était le souhait de certains départements de l'UNESCO de prendre en charge un nouvel objet et de faire des colloques, et l'énième colloque de l'UNESCO sur... Donc, on s'est dit, mais ça va. Alors, on a proposé quelque chose d'inédit, je crois, et depuis, je n'ai pas vu que ça se soit... On va prendre 15 pages, une vingtaine de pages. Edgar Morin va faire une synthèse en 20 pages de ce qu'il croit, lui, devoir être important, essentiel pour l'éducation du XXIe siècle. À l'époque, on ne se disait pas encore, c'est les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur. Ce texte dont je suis en train de vous parler, et qui est traduit à 32 langues, peut-être plus, et qui est gratuit dans toutes ces langues, est gratuit sur Internet. Il est gratuit tout simplement parce que c'est un texte de l'UNESCO. Ensuite, les éditions du Seuil ont bien compris que ça faisait une affaire, donc ils l'ont pris. Mais c'est un texte de l'UNESCO, et c'est un des textes de l'UNESCO, comme il y en a d'autres. On a beaucoup parlé dans les années 2000 d'un rapport
de l'or qui s'appelle l'éducation, un trésor est caché là-dedans. C'est un très beau rapport, et depuis 20 ans, peut-être que les deux rapports qui comptent à l'UNESCO sur l'éducation, c'est le rapport de l'or et le rapport que personne n'appelle rapport Morand, qu'on appelle tout simplement les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur, et qui est un texte de 130 pages avec 7 chapitres qui a été pris très vite dans beaucoup de pays. J'en suis témoin, puisque dans 4 pays d'Amérique du Sud, en Colombie, au Pérou, en Bolivie et en Argentine, nous avons été invités pour faire en sorte que ce texte serve d'élevier pour une réforme du système éducatif de ces pays. Mais en juillet-août 98, quand Edgar Morin présente les 15 pages à Federico Mayol, on n'était pas encore, on ne savait pas encore. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant comme expérience. Aussi une grande humilité, c'est on a décidé que ces 15 pages soient traduites à plusieurs langues et soient envoyées à des référents de l'UNESCO dans le monde pour que, en les lisant, ils réagissent par rapport à leur culture, par rapport à leur contexte, par rapport à leur tradition. J'avais même rajouté qu'ils réagissent par rapport à leur religion. Si vous avez lu les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur, vous verrez qu'il n'est pas question de religion et que Dieu n'est nulle part. Peut-être parce qu'il est partout, mais ça c'est une autre chose. La foi est partout. Et la spiritualité est partout. Voilà. Et c'est tout simplement parce que quand vous présentez un document international à l'UNESCO, évidemment, vous ne pouvez pas... Un document que l'UNESCO présente à la communauté des nations comme étant un document qui peut être exemplaire, évidemment, il n'était pas question qu'il ait une connotation d'une religion par rapport à une autre. Pourquoi? Aucune religion en tant que telle a le monopole de Dieu, si j'ose dire. Encore que c'est difficile à trouver. Mais c'était intéressant de savoir parce que l'éducation de toute éternité est liée à la spiritualité et très rapidement, elle a été liée à des confréries avec des liens par rapport à la divinité. Ça, on n'y est pour rien. Forcément, on éduque l'enfant, on le lève, il faut un principe supérieur, un Dieu. Bon. Et on sait que dans notre tradition, c'est le courant du christianisme qui va faire de l'éducation et du nouvel homme, du nouvel humanisme, le Nouveau Testament, c'est la nouvelle parole, la nouvelle alliance. Le symbole de cette nouvelle alliance, c'est un homme a une vie exemplaire, Jésus, et donc c'est ce nouvel homme, ce nouvel humanisme, ce nouveau comportement à cette figure, évidemment, qui est dédiée à une divinité. Donc l'éducation est forcément... Ça a été rappelé aussi ce matin que depuis la fin du 19e, pendant tout le 19e siècle, depuis la fin du 18e, donc le 19e, les lois Ferry, 1850 à 1872, toute la réflexion sur les lois Ferry, de Jules Ferry, qui ont instructé l'école de la République, et il y avait une pleine conscience, je m'en excuse, de la spiritualité. Sauf que, à cette époque, on n'avait pas encore le Concordat. Le Concordat, c'est 30 ans plus tard, c'est 1905, à peu près. Donc, imaginez-vous le combat de la République. Oui, ça a été un gros combat de la Troisième République pour faire que l'école soit vraiment un lieu de spiritualité laïque.
C'était... alors que on sortait à peine d'une... la République s'installait à peine, et puis la présence de l'Église encore, à la fin du 19e, c'est eux qui faisaient l'éducation. D'ailleurs, ils faisaient aussi la santé. Et donc, la question de la spiritualité, la religiosité, ce lien entre les deux est présente au cœur de ce savoir, mais évidemment, il n'est pas question de religion. Nous avons reçu les contributions des différents pays sur qui ont réagi à ce texte de base d'Edgar Morin. Et pendant 2 semaines, dans un cercle très restreint, on a confronté ces contributions. Et puis, chaque jour, on rédigeait 4, 5, 10 pages. Et le soir, Edgar Morin faisait, avec son génie, parce que c'est vraiment un génie, il faisait l'organisation des concepts. Il voyait où étaient les émergences qui pouvaient faire comprendre qu'est-ce qu'on entend par éducation en Chine, qu'est-ce qu'on entend par éducation en Afrique, qu'est-ce qu'on entend par éducation en Amérique latine, qu'est-ce qu'on entend par éducation en Europe, d'après ses contributions. Et lui, il faisait le travail de reliance. C'est pour ça que je dis que l'essai de savoir, c'est un peu comme Homère, qui est capable, dans l'Iliade, de faire le lien avec toutes les traditions, avec les chansons, avec la connaissance orale, parce qu'en fait, ce sont des textes, c'était des traditions orales qui ont été écrites très très tard. Soit dit en passant, la Bible, c'est aussi des traditions orales qui ont été rassemblées, structurées, ça a mis beaucoup de temps. Nous, on a la chance, toutes choses égales par ailleurs, évidemment, toutes choses égales par ailleurs, on a la chance d'avoir aujourd'hui un petit texte, les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur, qui rassemble vraiment une réflexion sur ce qu'on pourrait dire aujourd'hui être la base pour un humanisme planétaire. Je vous rappelle les chapitres. J'avais pensé introduire un peu les thématiques du premier chapitre aujourd'hui. Et je vous assure que fréquenter ce texte, le prendre un peu le soir, le matin, de temps en temps, le macérer soi-même est beaucoup plus riche, beaucoup plus que tout ce que je peux vous dire. Alors, le premier chapitre, il n'y a pas une hiérarchie des chapitres, mais bon, comme on est dans une logique visuelle et matérielle, il faut faire des hiérarchies, mais il faut imaginer que ce soit dans la tête. Edgar Morin y est revenu de plusieurs façons aujourd'hui, c'est apprendre à affronter la connaissance, à connaître la connaissance, mais pour un but très précis, pour lutter contre l'erreur et l'illusion. Évidemment, ce n'est pas une lutte manichéenne. Et c'est là où est la nuance. C'est que, en fait, c'est pour faire du judo avec l'erreur et l'illusion. Sauf que il est très difficile de faire du judo quand on est fatigué. Il est très difficile de faire du judo quand on ne connaît pas les techniques du judo. Il est très difficile de faire du judo si vous avez un revolver. Je ne fais pas du judo, je sors mon revolver et c'est terminé. C'est-à-dire, mon principe d'autorité, c'est comme ça. C'est Aristote qui l'a dit, c'est saint Thomas d'Aquin qui l'a dit, c'est Einstein qui l'a dit, c'est ma mère qui l'a dit, c'est ma grand-mère, c'est mon grand-père, c'est mon chef qui l'a dit, c'est le ministre qui l'a dit.
Donc, c'est Descartes. Ça, c'est Descartes qui l'a dit. Qui a dit beaucoup de choses, mais qu'on ne les a pas très bien compris aujourd'hui. Donc, non, l'erreur, le seul intérêt d'affronter l'erreur et la connaissance, c'est de s'apercevoir que ce sont des données structurelles de la connaissance. C'est-à-dire que c'est... Edgar dit, c'est très beau, en parallèle avec l'incertitude, c'est l'oxygène de la connaissance, et puis il rappelle que l'oxygène, au moment de la constitution de la vie, l'oxygène était un poison. La cellule, la construction de la vie a nécessité de faire de l'oxygène un allié. Et il le dit d'une très belle façon, que j'avais noté par ici, l'interrogation comme l'oxygène de toute entreprise de connaissance, cet oxygène corrupteur qui tuait l'être vivant primitif jusqu'à ce que la vie utilise ce corrupteur comme détoxifiant. L'incertitude qui tue la connaissance simpliste, les connaissances primitives, mais qui devient un détoxifiant. L'incertitude pour bien nettoyer les escories des connaissances, pour complexifier la connaissance primitive, pour en faire vraiment des connaissances complexes. Donc, mais nous sommes dans une formation et dans une culture où l'incertitude, on a peur de l'incertitude, l'incertitude a été accaparée par une psychologie marchande pour faire un peu de la psychanalyse et bon marché. L'incertitude aura été passée du côté de la peur, alors que, vous le savez, le principe d'incertitude d'Heisenberg, enfin, on voit bien dans des études scientifiques très précises que le rôle de l'incertitude est au cœur même de la structuration de la matière. Donc, oui, l'incertitude, il faut un lien avec l'erreur et l'illusion, les récupérer comme des leviers pour l'apprentissage, et elles ont leur positivité. Dans leur négativité, elles ont leur positivité. Bien évidemment, il ne faut pas être... Le pire erreur, c'est de méconnaître l'erreur, mais le pire erreur, c'est aussi d'être ébloui par l'erreur. Enfin, Edgar Morin l'a encore rappelé, mais vous savez aussi nous sommes nous-mêmes nos pires ennemis quand il s'agit de combattre l'erreur et l'illusion. Parce que ça ne nous arrange pas. Parce qu'en fait, je t'avais dit que j'avais raison. Parce que le self-deception, et puis parce que c'est très étrange, c'est un peu comme si le fait de grandir, entre guillemets, encore que ça, on ne pourrait pas appeler ça grandir, en tout cas d'être soi-disant adulte, passer par avoir de l'orgueil, de l'autorité, et que reconnaître ses erreurs, c'est mal vu partout, c'est reconnaître ses faiblesses. On voit bien que nous sommes dans une structure politique où la reconnaissance publique d'une erreur pour rapidement en faire une catharsis et passer à autre chose, c'est impossible. C'est impossible. Ils sont tous droits dans leurs bottes. Ils continuent. Parce qu'évidemment, ils savent. Donc, oui, ce premier chapitre, combattre le... Mais surtout, pourquoi combattre l'erreur et l'illusion, et pourquoi être dans cette dynamique de connaître
la connaissance et d'apprendre qu'est-ce que c'est que la connaissance. Ce premier chapitre se termine avec une très belle idée, qui est magnifique parce qu'elle n'est pas du tout épistémologique. On pourrait imaginer que le travail de connaître la connaissance et d'apprendre les savoirs est une démarche épistémologique ou scientifique. Non, se termine par quelque chose de très belle, c'est que il faut se servir de cette double possession des idées sur l'esprit, de l'esprit sur les idées, du cerveau sur l'esprit et de l'esprit sur le cerveau, ou la possession de l'erreur et de l'illusion sur nous-mêmes à tel moment. Il faut se servir de cela, mais mutatis mutandis de cela de façon structurelle dans d'autres situations, pour être dans un esprit constant de métamorphose. Seules les métamorphoses font sortir de l'illusion et de l'erreur. C'est pas, un très grand philosophe disait, une vérité n'est rien d'autre qu'une autre erreur, dit de façon plus argumentée. Donc, pourquoi disais-je tout ça? Pas pour une démarche épistémologique ou savante, mais pour faire en sorte que l'asservissement se métamorphose en convivialité. Et le problème central de la convivialité, c'est le bien vivre ensemble. Mais la convivialité, ce qui est intéressant, c'est toujours dans cette dynamique des pensées qu'on fait chez Edgar Morin, la convivialité, c'est pas que je suis bien avec mon pote là, et comment ça va? Oui, il y a une convivialité interhumaine. Non, c'est ça, mais il y a une convivialité qui est très intéressante. La convivialité entre nos fantasmes, nos mythes et nos idées. Une convivialité, j'aime bien le lien parfois avec le monde politique, vous l'avez constaté. François Mitterrand, qui avait beaucoup de défauts, mais qui a été un très grand homme politique, il disait souvent il faut savoir vivre en paix avec ses contradictions. Je sors de son contexte, mais la convivialité avec ses contradictions, c'est la chose la plus... Une convivialité avec ses contradictions et les contraintes. Pas pour les rejeter ou pour aller bien tête contre elles, mais pour les intégrer en faisant du judo, eh bien, c'est aussi une manière de combattre le stress et de combattre l'angoisse. Que ce premier chapitre se termine sur l'idée que c'est un devoir capital de l'éducation de parvenir à la métamorphose, de l'asservissement du savoir qu'il faut avoir pour le métamorphoser en convivialité, et que cela soit l'arme pour un combat vital, pour la lucidité, pour la méditation et pour l'allégresse, me semble une très belle manière de pouvoir passer au deuxième chapitre qui est une connaissance pertinente. Et puis, au troisième, enseigner les incertitudes. Et puis le quatrième, enseigner la condition humaine. Et puis le cinquième, enseigner l'identité terrienne et enseigner la compréhension et terminer par cette trinité de l'éthique du genre humain qui est reliée à notre condition d'individu, notre condition sociale et notre condition d'être des êtres de la nature, c'est-à-dire des êtres cosmiques. On n'est pas que culture, on n'est pas que nature, et on n'est pas qu'un acteur social. Avez-vous des questions? Est-ce que, pardon. Oui. Est-ce que j'ai bien compris, les 130 pages qui ont été éditées proviennent de la réunion, de la mise en commun de toutes les réponses des différents pays? Non, ça aurait été génial si ça avait... Enfin, génial. Ça aurait été... c'est fait. On réunit tout ce que les autres ont dit, on en fait... Non. La façon comme
le chinois a réagi à ce texte en disant « Chez moi, on aurait dit ceci pour l'éducation. Chez moi, on aurait pensé ceci. » La façon comme l'Africain a réagi. Ces différentes façons de réagir ont été confrontées. Et ce qui est émergé, ça n'a pas été la synthèse. C'était toutes les idées nouvelles et qu'Edgar Morin était capable de prendre et de construire comme une organisation qui présente un texte cohérent. Qui présente en fait un texte qui est un guide pour la réflexion. Ce n'est pas une synthèse, c'est un schéma. La différence entre la synthèse, c'est ce qui rassemble, enfin, le schéma est ce qui donne une vision globale. Est-ce qu'on peut dire que c'est une idée, c'était des idées universelles pour le coup? C'était peut-être, dit comme ça, c'est qu'est-ce qu'il y avait d'universel dans toutes ces conceptions culturelles, contextualisées, avec leur propre histoire, avec leur propre identité. Ce n'est pas une synthèse, ce n'est pas une construction synthétique des différentes identités, des façons de penser des hommes qui ferait que, finalement, on a une meilleure pensée pour penser tous ensemble. Non. C'était dans les différentes façons de penser, dans cette diversité, trouver cette unité de l'identité humaine, mais qui reste tout de même aussi problématique, puisque si elle pouvait être si évidente, bah, il n'y aurait pas tant de guerres. Je suis aveuglé par la lumière derrière votre fenêtre. Je vais fermer les yeux pour vous parler, ça sera mieux. Il n'y aurait pas tant de guerres, et puis il n'y aurait pas tant d'incompréhension, même en commençant par les incompréhensions de notre cercle le plus proche, car nous savons tous que vivre déjà en convivialité avec nos proches, notre premier cercle, notre deuxième cercle, notre troisième cercle, notre famille, nos camarades, nos collègues de travail, etc., est déjà un travail de résilience, de convivialité, mais au quotidien colossal. Colossal. Évidemment, on fait comme tout le monde, construit des discours standardisés. Bonjour, ça va? Comment ça s'est passé les vacances? Comment va-t-on? Mais on sait bien que derrière, il y a des positions, il y a des... c'est très difficile d'aller dans la... Je vais encore abuser, dans la pleine présence avec l'autre. Parce que, aussi, nous sommes tellement conditionnés que tout de suite, c'est aussi mal interprété. Vous voulez être dans la pleine présence avec d'autres collègues? Qu'est-ce qu'il me veut celui-là? C'est bizarre. C'était un peu fort, moi, tout ça. Il a déjà compris ce que je sentais. Il m'a déjà percé. Bon. Voilà. Vous vouliez poser une question? Juste, merci pour le beau récit. Et il manque une histoire, et c'est le Condor. Alors, le succès en Amérique du Sud explique aussi le changement d'attitude en Europe. C'est la question que je me suis posée il y a longtemps. Et le succès d'Edgar Morin? Oui, l'Amérique du Sud. Je pense qu'effectivement, depuis une vingtaine d'années, avec tous les films, avec l'université qu'on a créée au Mexique en 2002, avec l'Institut pour la pensée complexe qu'on a créé au Pérou en 2007, avec 3 chaires Edgar Morin en Argentine depuis 1998. Encore qu'en France, on ne sait rien de Edgar Morin va en Amérique latine, et par où il passe, il déplace 1000 personnes. Il déplace 1000 personnes. Moi, je suis né en Colombie, et j'habite en France depuis 30 ans. Et je suis proche d'Edgar Morin depuis une vingtaine d'années. Et je suis toujours resté très lié à l'Amérique du Sud, parce que mes premières années en France, j'étais correspondant des presses, des journaux latino-américains. Après, ma vie a changé, mais je garde donc
beaucoup des liens avec différents pays d'Amérique latine. La vie m'a conduit par le plus grand des hasards à être le chef du bureau Amérique. Regardez le titre, il est pompeux. Quand j'ai été nommé chef du bureau Amérique de la direction de relations internationales et des coopérations du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'était en janvier 2001, chef du bureau Amérique. Ma femme m'a offert un costume blanc, un panama et un cigare. Elle m'a dit pour ton comptoir des chefs du bureau Amérique. Alors, ce titre très pompeux, c'est tout simplement que au ministère, quand on est responsable des structures, ça s'appelle chef de bureau. Et ça a été créé par Napoléon. Donc, les plus anciens chefs de bureau, ce sont les chefs de bureau du ministère de l'Éducation nationale. Quand vous êtes chef du bureau au ministère de l'Éducation nationale, vous avez un bâton de maréchal de 2 siècles. Chef de bureau. Et donc, à la ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, il y a une direction qui fait la coopération, enfin, qui coordonne les programmes de coopération universitaire scientifique, des bourses, qui suit l'arrivée des étudiants étrangers en France avec un organisme sous la tutelle de cette direction qui s'appelle EduFrance. Ça s'appelait EduFrance, aujourd'hui ça s'appelle Campus France. C'est aussi la direction qui coordonne avec les organismes de recherche l'aide pour les bourses des scientifiques, etc. Donc, j'ai été responsable de ce bureau et je m'occupais de suivre la coopération universitaire et scientifique avec les pays des Amériques. C'était au début des années 2000 et à l'époque, il y avait une chose qui n'existe plus aujourd'hui, on avait des commissions mixtes entre les États. Donc il y avait quelques fonctionnaires argentins, ou brésiliens, ou canadiens qui se réunissaient avec quelques fonctionnaires français pour penser à la grande coopération entre les deux pays, afin de produire des documents que les politiques validaient, les ministres validaient, puis à partir de ces documents, on dégageait des crédits. Donc moi j'étais, c'est une chose extraordinaire, un Colombien qui arrive en France à 18 ans sans parler la langue française et qui se retrouve au Pérou. Non, ça c'est notre histoire, qui se retrouve chef du bureau Amérique. Et pendant 4 ans, comme j'étais le correspondant du ministère des Affaires étrangères françaises, j'ai connu ce milieu qu'on appelle les réseaux de coopération français dans le monde, qui sont les services dans nos ambassades. Dans toutes les ambassades de France, il y a un service de coopération et d'action culturelle. Et étant un interlocuteur privilégié, on m'a dit qu'il fallait que j'aille sur le terrain, un peu comme étant au ministère, on va sur le terrain enseigner dans une école, au lieu de faire des textes ici à la Direction générale de l'enseignement scolaire. Donc je suis allé, et c'est un très grand honneur, je vous dis, pour un Colombien qui arrive en France à 18 ans sans parler la langue française, mais dont la famille, Vallejo était arrivée à Lima à la fin du XVIIIe siècle, et en vendant des mules, ils ont remonté la cordillère et se sont installés en Colombie, d'où je viens. Eh bien, en 2005, le ministère des Affaires étrangères me propose d'aller comme conseiller culturel adjoint, responsable de la coopération universitaire scientifique, linguistique et éducative. Alors pourquoi si long? Parce que comme on a supprimé des postes, donc il y en a qui... On m'a proposé le Mexique et le Pérou, et j'ai accepté sans hésiter le Pérou. Parce que, alors, je ne vous dis pas, les Péruviens, ils n'étaient pas contents. Ils attendaient Pierre Dupont aux yeux bleus. Et arrive Nelson Vallejo Gomez. Du pays d'à côté, la Colombie. C'est quoi ça? Bon, bref, moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire passer beaucoup de nos idées. Et en 2005, ça a été une très belle opération. Après, j'ai été responsable de la coopération en Argentine, à l'ambassade de France à Buenos Aires, jusqu'à 2010. Et pendant ces 6 années où j'étais en Amérique du Sud, Edgar Morin venait 2 fois par an. 2 fois par an. Et j'ai pu constater, au Pérou, quand on a organisé sa venue en 2007, ça c'est sûr, longtemps à l'avance par la presse, les médias, je faisais passer dans la radio de petites interviews d'Edgar.
j'aime bien la communication. J'aime bien la structuration de la communication. J'aimais bien le côté, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a une dame qui avait 70 ans qui est arrivée, qui est venue des montagnes des Andes, elle avait tissé des écharpes pour Edgar, avec son nom, avec le nom d'Edgar Morin, et puis elle a dit qu'elle venait parce que Edgar Morin était le Led Zeppelin de la philosophie. C'est quoi? Il est là, encore. Donc il y a un peu ça. Oui, l'Amérique latine déclenche, pour finir, a déclenché aujourd'hui que depuis une dizaine d'années, il faut dire aussi que depuis une dizaine d'années, les moyens de communication et les réseaux sociaux font que Ça explose. ça explose complètement.